habituel, et depuis quand même maintenant pas mal d'années, je travaille sur le recyclage des déchets et le tri des déchets. Et donc je vais vous parler de la vie antérieure, de ma deuxième carrière. Après la chimie moléculaire, on est passé à l'intégration des objets nano, des objets nano dans les capteurs. Et il se trouve qu'au mois de mai, on était au 20e anniversaire d'un earthquake californien. Il faut se rendre compte qu'on était au pic quasiment du buzz des nanotechnologies. Et l'entreprise où je travaillais, on a sorti le premier dispositif électronique à base de nanotubes de carbone. Alors, il disait qu'on avait battu IBM et Intel. La petite start-up californienne avait battu Intel à intégrer les nanotubes. C'est un cours à la fois un témoignage que je vais vous dire, une histoire que je n'ai jamais racontée jusqu'à maintenant, sur comment on l'a fait et qu'est-ce qu'on peut en apprendre comme leçon. Alors, Nanomics, c'était qui? C'était une petite start-up issue grâce à un capital risqueur Alta Partners qui avait fait une jolie fortune en 2000 et qui avait de l'argent à dépenser. Et après une discussion avec le professeur Marvin Cohen et Alex Zittel de Berkeley, il leur a donné 1 million pour voir ce qu'ils pouvaient faire. Le concept, c'était, Marvin Cohen disait, je peux calculer et prédire les propriétés de tous les matériaux avec mes calculs ab initio, et puis on prendra des chimistes qui, quand on aura trouvé des super matériaux, vont nous les synthétiser. C'est facile. Et Bob Bunn, c'était qui le chimiste? Eh ben voilà, j'étais le premier chimiste employé par la boîte. Et c'était à moi donc de synthétiser les matériaux prédits. Bon, en fait, de façon empirique, on allait plus vite que les calculs, donc finalement, on avait les résultats avant que les calculs n'aient prédit les résultats. Mais bon, la théorie, ça a permis de monter 1 million, c'était bien. On a eu un nouveau CEO assez rapidement. Le premier était un peu transitoire. Et sa mantra, c'était qu'avec des matériaux, plus on en produit, plus la marge diminue, et donc globalement, moins on fait d'argent. Donc il voulait quand même qu'on aille vers des matériaux à plus forte valeur ajoutée. Et c'est là qu'on a commencé à se lancer sur l'économie de l'hydrogène, à la fois sur le stockage et la détection. On a travaillé sur pas mal de matériaux, soit prédits qui n'ont pas donné grand-chose, soit des moins prédits que l'oxyde de bore, qui finalement ont marché pas mal. On faisait nos talks devant les capitaux risqueurs avec ce petit réservoir qui, dedans, n'a pas du B2O, n'a pas de nanotube. Il a du charbon activé à base de coconut, de noix de coco, qui a une surface, je crois, de 2000 m² par gramme, et qui nous permet de tenir une demi-heure pendant toute la présentation. Alors à l'époque, en plus, c'était un vieux projecteur de transparent, donc ça avait une bonne consommation électrique, et ça marchait très bien. Mais à force de discuter, d'aller au congrès, on est tombé sur les gens de BMW et d'Opel, qui nous ont rappelé qu'eux, ils avaient déjà pas mal travaillé dessus, ils avaient abandonné, à cause de l'énergie d'absorption, qui, quand vous stockez à 77 Kelvin, l'énergie d'absorption, elle n'est pas négligeable. Et si vous voulez stocker 6 kg d'hydrogène, ça veut dire que vous devez libérer en énergie latence entre 12 et 30 mégajoules, ce qui est considérable. D'accord ? Et ça veut dire que pour refroidir ça, il faut utiliser 80 kg d'azote liquide. C'est difficile de faire ça si vous voulez remplir un réservoir et que le réservoir soit fixe. Et à l'époque, en tout cas, ils ne voulaient absolument pas entendre parler, les constructeurs automobiles, d'un réservoir qu'on puisse enlever pour remettre. Parce qu'ils ne voulaient pas de standardisation des réservoirs. Les réservoirs, ils occupent les trous dans les voitures, dans la carrosserie, et il n'y en a pas deux pareils. Donc, not for cars, avec des réservoirs fixes. Alors, on a quand même pris pas mal de brevets à l'époque. Mais bon, en 2004, le board a décidé que, finalement, ça fait 20 ans qu'on disait que l'économie de l'hydrogène, c'était à 10 ans, et que ça restait à 10 ans. Et on est toujours à 10 ans, ou 5 ans, on va dire, peut-être. Or, ils voulaient des retours à 5 ans. C'est des capitaux risqueurs, eux, ils veulent retour de l'argent dans les 5 ans. Donc on a tout arrêté, mais du jour au lendemain. Les boards, en général, c'est le vendredi. Le lundi, le PDG nous convoque. On arrête, on vire les gens, et on se refocalise sur quelque chose qu'on a dans le tube. Et ce qu'on avait dans les tubes, c'était les capteurs gaz. Alors, quel était le state of the art sur les capteurs gaz? C'était le capteur gaz du chimiste que je publie quand je ne sais pas trop faire quoi, grand-chose. Et c'est quand même des belles publications. On Jedi
de Stanford qui avait publié le premier détecteur à nanotubes fonctionnalisé avec des nanoparticules de palladium qui montrait une certaine sensibilité à l'hydrogène. Bon, il n'y a pas de dynamic range ici, il vous demande qu'une seule concentration, avec des temps de relax ou des temps de mesure qui sont assez lents, mais bon, c'était une première preuve de concept, un premier pavé dans la mare. Pour aller de là, sans avoir le complexe de je ne l'ai pas inventé, ce qui est assez critique, on n'est pas en académique ici, on est dans une société, on s'en fiche que ce ne soit pas nous qui l'ayons inventé. On se disait, il y aura des API à prendre, il y a quand même un sacré nombre de challenges. Il faut le produire en grande série, de façon reproductible. Il faut adapter, il faut être dans les bonnes gammes de sensibilité, il faut être rapide, il faut revenir à l'équilibre de façon rapide, il faut être stable. Quand vous faites un capteur gaz, la première chose que vous apprenez, c'est qu'il est sensible à la température et à l'humidité relative. Et après, éventuellement, vous avez de la chance, il sera peut-être sensible à ce que vous voulez chercher. Donc il fallait quand même résoudre le problème de la stabilité, la sélectivité, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, les interférences, bien sûr, et la durée de vie. Ça nous a pris 3 ans et demi et 15 millions. Bruno a travaillé sur les capteurs à base de nanoparticules. Avant ça, il y a eu les capteurs à base de semi-conducteurs. C'était de la silice, ou un semi-conducteur comme ça, massif, une couche. On mettait 2 électrodes de part et d'autre, et on regarde la résistance en fonction du temps, en fonction de ce qu'on rajoute dessus. Alors, on peut mettre du graphène, qui lui n'est a priori à l'état normal, pas semi-conducteur en tout cas, il est métallique, ou un nanotube de carbone qu'on vient mettre entre les 2 électrodes. Alors, je mets un gaz par-dessus, ça change le niveau de Fermi de mon semi-conducteur, et du coup, je vois une réponse parce que ça change les propriétés électriques de mon matériau. Donc ça, c'est la théorie, c'est très bien. Alors, on peut travailler de différentes façons. Donc là, je viens de vous décrire le mode résisteur, avec la variation du niveau de Fermi qui change ma résistance. Je peux me regarder la constante diélectrique, et là, je fonctionne en capacitance. Parce que le gaz, quand il va venir à l'intérieur de mon semi-conducteur, il change la constante diélectrique et ça peut marcher. Ou alors, je rajoute une 3e électrode, ce qu'on appelle la grille, the gate en anglais. Ça vous permet de doper en charge positive ou négative votre semi-conducteur, de changer le niveau de Fermi, et c'est la courbe classique d'un transistor, avec un niveau on, un niveau off. L'intérêt de ça, c'est que je contrôle mon voltage de grille. Donc je peux me mettre à un voltage de grille donné, je vais obtenir une réponse, je vais me mettre à un voltage de grille plus différent, donc là je vais dire que je me mets ici, et j'ai une réponse, le maximum que je puisse obtenir, c'est ça. Alors que quand j'étais là, j'ai ça. Ça, c'est un intérêt, c'est que je vais pouvoir éventuellement ajuster certains paramètres de mon capteur. Et si je reviens au résisteur, s'il est à base de semi-conducteurs, en fait, j'ai un transistor dont je ne connais pas le voltage de grille. Il fonctionne dans ce qu'on appelle un floating gate, une grille flottante, ce qui peut poser des problèmes de reproductibilité et qui exacerbe par exemple la sensibilité à l'humidité relative, parce qu'en fonction des variations, vous allez vous déplacer là-dessus, sur votre point de départ, et déjà votre résistance zéro, elle fluctue et vous ne comprenez pas forcément pourquoi. Alors, l'intérêt des nanotubes par rapport à la silicium ou même les nanoparticules, surtout quand vous travaillez avec des single wall, ce qu'on a fait, vous savez, dans les nanotubes, il peut y avoir plusieurs parois. Quand vous travaillez avec un seul, c'est une autoroute à une seule voie d'électrons. Vous perturbez l'autoroute, il y a un gros bouchon derrière. Donc, c'est extrêmement sensible à toute perturbation locale de l'environnement du nanotube. Donc, on peut vraiment exacerber la sensibilité des transistors en utilisant des matériaux de ce type-là. Alors, on a commencé au tout début en parallèle au stockage de l'hydrogène. On déposait les nanotubes comme on pouvait. On essayait de les faire croître, mais à l'époque, on utilisait de la déposition. On faisait de la e-beam lithographie, on faisait 3-4 devices par semaine, comme tout le monde à l'époque. Pour faire un produit, c'est pas évident. Donc, je suis allé voir le CEO et je lui ai dit, écoute, moi, j'aimerais bien faire à l'échelle du wafer. Il n'était pas très convaincu parce que là, on travaillait vraiment sur les matériaux et l'hydrogène. Il m'a gentiment donné 5 000 € pour faire ça, je l'ai acheté à la réforme de Berkeley.
Ce qui a coûté le plus cher quasiment, c'est le tube en quartz. Et puis, j'ai galéré ensuite à essayer de déposer un catalyseur. Je ne sais pas si vous voyez les îlots de catalyseur en rouge, là, et puis il y a des petits nanotubes là, qui passent. Et ce qu'on voit un petit peu moins, c'est en noir, dessous. Ceux-là, ils sont suspendus, en fait, donc on les voit bien, il y a bon contraste. Dessous, on les voit moins, mais il y a aussi il y a des nanotubes dessous. Ça a été tout un travail, mais on a réussi à obtenir un wafer entier. Alors le premier wafer à nanotube, j'étais tout content, il était tout noir. Alors j'arrive à mon CEO, regarde, j'ai fait mes nanotubes. Bon, il venait du semi-conducteur, il voit un nanotube tout noir, c'est dégueulasse ton truc. Bon, on a réussi à mettre des contacts, etc. Et on a montré ça en plein, alors que personne n'avait à l'heure actuelle de wafer de nanotubes avec des devices dessus, et bien le lendemain on avait 9 millions. Donc ça montrait qu'il y avait un peu de hype à l'époque sur tout ce qui était nanotechnologie. Mais un wafer de nanotube, de transistors de nanotube, même si on n'avait qu'1% de rendement, ça les intéressait. Et il se trouve qu'il n'y avait pas encore le hype grand public du nano, et donc il y avait une société de software qui avait nano.com qui ne savait pas quoi en faire, qui nous l'a vendu pour 10 000 euros. Bon, ça valait 1 million à l'époque. Très bien. Bon, je vous parlais de ne serait-ce que produire la plateforme de transistors. Il y avait quand même beaucoup de challenges à contrôler, je ne vais pas vous en faire la liste. C'était un peu un casse-tête quand même. Et à l'époque, on travaillait avec des catalyseurs déposés en îlot, comme ça, ce qui voulait dire qu'il fallait faire de la lithographie, hein, une photorésiste, un masque, une exposition pour faire les trous. On dépose le catalyseur, on fait partir la photorésiste et il nous reste plus qu'à faire la croissance, sachant qu'entre là et là, il y a une petite calcination ou un oxygène plasma pour brûler la partie organique et se retrouver avec des nanoparticules de fer. Voilà les tests, on est passé par tout, le spin coating, etc. On n'y arrivait pas, parce que quand c'était bien au centre, c'était dégueulasse à l'extérieur. Donc un jour, j'en ai eu marre, je suis allé dans la petite machin des balais de la femme de ménage qui avait des sprays là, pour nettoyer les vitres. J'ai vidé, j'ai nettoyé, j'ai mis mon catalyseur dessus, j'ai fait un squash, et on a obtenu le wafer avec les îlots parfaits sur tout le wafer. Comme quoi, le spin coating, c'est pas toujours parfait. On a obtenu, voilà, ils étaient parfaits et on avait des beaux nanotubes qui grandissaient. Alors après, en fonction de la distance entre les électrodes, vous allez faire changer les propriétés de votre transistor. Hein, le secret, c'était le spraying à la place du spin coating. On peut s'amuser à faire des choses différentes. Là, on s'est amusé à mélanger le catalyseur avec la photorésiste. Donc on mettait le catalyseur dans la photorésiste, on déposait, puis on pouvait se faire directement. Ça marchait aussi très bien. Le vrai facteur déclenchant, ça a été cet outil. Alors c'est quoi? C'est un autoprober. Donc c'est une machine avec plein de petites aiguilles en or toutes petites et qui vient se mettre sur tous les contacts de votre puce et qui vient mesurer les propriétés électroniques que vous lui demandez de mesurer. Et ça, on l'a fait, quand on avait un wafer, on l'a fait à chaque étape de procédé, on remesurait tout à chaque étape de procédé. Donc on commençait par faire grandir le network, on allait dans le ESM, on prenait des images à des endroits bien prédéfinis, ce qui nous donnait des idées sur la densité de nos nanotubes. On allait même mesurer directement les nanotubes avant même qu'il y ait quoi que ce soit comme contact. Et à chaque étape de procédé, on remesurait tout. Ça nous a permis d'obtenir une base de données avec une centaine de milliers de devices mesurés à plusieurs étapes chaque semaine. C'était une masse d'informations absolument fabuleuse dans laquelle on pouvait après faire des data queries et essayer de trouver des corrélations pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'ai ça, pourquoi est-ce que j'ai ça, quoi est-ce que c'est corrélé. Et quand on fait ça à partir d'îlots et qu'on essaie de faire croître que quelques nanotubes, eh bien en fait on a une énorme dispersion de comportements, que ce soit alors, tous les paramètres d'un transistor, le I-on, le I-off, la transconductance, les voltages critiques, etc. Tout ça, nous, on avait tabulé, on avait fait un software qui extrayait toutes ces valeurs automatiquement et qui rentrait tout ça dans la base de données. Et quand vous montrez ça à un capital risqueur, il dit, bon, c'est bien, il y en a peut-être un qui marche là-dedans, mais nous, on préférait que ce soit uniforme et tout pareil. Alors, il se trouve qu'en parallèle, on avait aussi obtenu des réseaux de nanotubes. Et là, il y a une grosse bataille entre les physiciens et les chimistes. Les physiciens, ils voulaient travailler sur le nanotube unique parce que c'est vachement intéressant, chaque nanotube est différent. Pour un produit, ce n'était pas tout à fait ça. Et l'intérêt du network, c'est que ça vous moyenne tout.
Là, vous avez à la fois des nanotubes, parce que je vous rappelle qu'il y en a une partie qui est conducteur et une partie qui est semi-conducteur. Donc, à partir du moment où vous prenez un réseau et que vous mettez les électrodes à des distances qui sont supérieures à la longueur moyenne d'un nanotube, eh bien, vous êtes sûr de ne pas avoir de contact métallique avec un nanotube qui va aller du source au drain. Vous aurez un réseau. Et il se trouve que les calculs ont montré qu'un contact nanotube-nanotube était semi-conducteur. Donc même si j'ai deux nanotubes métalliques qui vont entre le source et le drain, comme ils se touchent, ça me crée un éclatement dans le niveau de Fermi, le fait que les deux se touchent. Donc là-dessus, on a eu de la chance. Ça voulait dire quand même qu'à l'époque, il n'y avait pas de méthode publiée pour faire un beau réseau de nanotubes, donc on a inventé un catalyseur pour le faire. Et ça nous a permis de contrôler, alors ça ne se voit pas très bien, mais enfin, le niveau de gris, en fait, là, c'est tellement dense qu'on voit pas on voit un gris, mais on ne voit pas les nanotubes. Ici, je ne sais pas si vous les voyez, on les voit un peu en gris léger. On contrôlait la densité très bien. Et donc, on a déposé un brevet en 2022, 6 mois avant l'article académique de Eric Snow, qui a été le premier à publier un papier sur le fait qu'on pouvait obtenir un transistor à base de network. Donc nous, on avait le brevet, lui, il a eu les 1000 citations. Bon, on ne peut pas gagner à tous les coups sur le plan académique. Alors, métallique ou semi-conducteur, donc notre structure, elle était comme ça, donc on avait le source, le drain, les nanotubes, de l'oxyde, en gros 200 nanomètres d'oxyde de silicium, et dessous, du silicium dopé, qui était quasiment métallique, qui nous servait de grille. Un des gros problèmes qu'on a eu, c'était il y avait du courant dans l'état off qui passait vers la grille. Donc on avait un court-circuit. Et ça venait tout simplement du fait que le fer, quand on faisait la calcination, qui était dans un four à, je ne sais plus, 450-600 degrés, pendant le temps que ça monte, ça descend. C'est pour ça que mon four était sur des roulettes, pour quand même pouvoir le faire relativement rapidement. C'était quand même trop lent. Et 200 nanomètres, le fer, ça diffuse tellement qu'il faisait des courts-circuits dans l'oxyde et qui devenait partiellement conducteur. Donc en fait, on a utilisé... je vous raconte les secrets. Hein. C'est la première fois que je raconte les secrets. Donc c'est pour ça que je donne des détails. Donc on a utilisé une lampe halogène qui nous permettent de faire une cuisson ultra fast. En quelques secondes, on avait calciné. Et là, plus de problème. On a obtenu de très beaux transistors avec des courants off très corrects. Il faut aussi se dire que quand on va dans un sens par rapport à l'autre, on n'a pas la même valeur. C'est ce qu'on appelle l'hystérésis, ce qui est très classique dans les transistors à base de nanoparticules, ce qui est un peu gênant aussi. Donc on a travaillé pour réduire l'hystérésis, on a étudié aussi sur le plan physique d'où ça venait, et on s'est rendu compte que ça venait de la mobilité des charges de surface. Au départ, on ne prenait pas forcément beaucoup de précautions. Rien que de toucher un wafer avec sa sueur, vous mettez déjà tellement de charge que vous obtenez une hystérésis si une personne a par hasard touché le wafer avec un doigt. D'accord ? Donc il faut quand même faire très très attention. Ça nous a permis de passer même à des wafers 200 mm. Et ici, vous avez une courbe de population avec, par exemple, ici, un paramètre clé qui avait une distribution extrêmement fine. On a eu beaucoup de mal à trouver un fondeur qui acceptait de prendre de l'or, parce que les contacts sont en or. On a trouvé un dans le nord de l'Europe, et qui nous a tout cramé. On lui disait de faire un oxygène de plasma. Quand on est revenu, il n'y a rien qui marchait, parce qu'en fait, il avait fait une bombe atomique sur notre wafer, et un tube de carbone était tous partis. Donc, il y a eu 6 mois d'apprentissage avec eux, mais au bout de 6 mois, on sortait des wafers comme ça, par l'eau de vin. Là, on a des transducers. Si vous prenez un transistor, un nanotube, il est sensible à absolument tout, presque les phases de la Lune. Hein. C'est superbe, c'est très sensible, mais si c'est sensible à tout, c'est spécifique à rien. Donc, toute la problématique, c'est de le rendre spécifique au gaz que vous voulez obtenir, et ça, c'est la fonctionnalisation. Donc, vous rajoutez une poudre de perlimpinpin par-dessus, qui va vous donner la spécificité, par exemple, à l'hydrogène, à d'autres gaz. Et moins le gaz est réactif, plus bien sûr c'est difficile avec cette approche de doping. Donc je vous ai parlé d'hydrogène, c'est le premier. Ça c'est l'état de l'art. Comment ça fonctionnait ? L'hydrogène en fait fait un hydrure de palladium qui, comme il est au contact des nanotubes, ça change le niveau de Fermi et ça nous obtient une variation. Alors ça peut marcher avec d'autres gaz d'ailleurs, suivant les métaux qu'on dépose. Là, on s'était amusé à faire plein de différents métaux et cet article est toujours assez cité. On a aussi développé en parallèle toute une structure de test.
Donc ici, on pouvait mesurer 8 puces, telles que celle-ci. Sur chaque puce, il y avait une vingtaine de géométries différentes, ce qui nous permettait de détecter avec des doigts interdigités, des distances différentes, enfin, pour une étude de toutes les géométries possibles auxquelles on a pu penser, pour trouver celle qui marchait le mieux en fonction donc, des différentes propriétés. Encore une fois, tout ça, ça rentrait dans la base de données. Ça nous a permis d'obtenir un premier prototype alpha. Donc je vous rappelle qu'on avait arrêté, on a arrêté en 2004 le stockage de l'hydrogène, et on a aussi obtenu en même temps un nouveau PDG. Et donc un jour, il nous convoque, moi et le VP. Moi, j'étais en charge de la plateforme, du développement du transduceur. Et au-dessus, il y avait un responsable du produit, détecteur d'hydrogène. Donc il nous convoque, il demande au VP produit, bon, est-ce que tu peux, on était à la fin de l'année 2004, est-ce que tu peux sortir l'hydrogène pour mai 2005 ? Le gars, il dit non, pas possible. Il était viré sur le champ, il a eu 30 minutes pour partir. C'est véridique, ce que je vous dis. Le gars part et le CO m'appelle dans son bureau. C'est véridique. Jean-Christophe, est-ce que pour le mois de mai, tu peux faire le capteur à l'hydrogène ? Donc je lui ai dit, on va faire du mieux qu'on peut. Bon, moi j'avais un enfant de 1 et 3 ans, 2 enfants de 1 et 3 ans, je voulais quand même garder mon boulot. J'avais même pas de green card à l'époque, donc voilà. Alors les challenges qu'on a fait face et qu'il a fallu résoudre en 6 mois, ils étaient quand même nombreux. D'abord, le palladium, il stickait pas, enfin il collait pas à la surface. Et en fait, c'était tout bête, il suffisait de rajouter un peu de nickel et ça tenait bien. Il y avait toute la problématique de la température et de l'humidité relative. On a rajouté. Il se trouve qu'à la même époque, il y a ce petit capteur qui est sorti de San Sirion, qui mesurait la température et l'humidité relative. Donc tout ce qu'on avait à faire, nous, c'était de calibrer. On calibrait, on rentrait la formulation 2D de calibration, et ça nous permettait d'avoir des réponses stables. La réponse dans le temps changeait. Et en fait, ça venait du fait qu'on utilisait des nanoparticules de palladium. Or, le palladium, c'est un pseudo précieux qui s'oxyde un peu en surface. Et quand vous avez des nanoparticules, à l'échelle de quelques semaines, en fait, vous avez au minima une couche de passivation d'oxyde de palladium, et au maxima, tout est transformé en palladium. Donc, en fait, on Jedi Co avec le nanoparticule, c'était bien, mais ce n'était pas du tout bien pour faire un produit. On a changé le palladium avec des îlots de palladium, des gros cubes de palladium, qu'on déposait sur les nanotubes en réseau, comme ça. Et ça nous a donné la durée de vie qu'il fallait. Alors, à votre avis, pour pouvoir jouer sur le dynamic range, qu'est-ce qui est le mieux ? Est-ce qu'il faut ça, c'est-à-dire un très mauvais transistor ? Parce qu'un bon transistor, c'est ça. Je veux une conductance que je contrôle avec un minimum de changement de voltage, et surtout, ça, le plus vertical possible. Alors, qui vote pour le rouge ? OK, qui vote pour le bleu ? Il n'y a personne qui ose voter pour le bleu. Vous avez tous compris qu'effectivement, c'était sur le rouge, parce que là, si je me place là, je monte, je mets de l'hydrogène, il ne se passe rien, il ne se passe rien, il ne se passe rien. Là, il se passe un peu quelque chose, et là, tout d'un coup, paf, quand j'arrive à une valeur critique, j'ai ça, et à partir de là, il ne se passe plus grand-chose. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai un détecteur d'hydrogène qui va dire oui ou non à une concentration très précise. Ce que je veux, au contraire, c'est une transconductance. Alors, il ne faut pas qu'elle soit plate, il faut quand même qu'elle ait une pente, mais je dirais, plus elle est large, plus j'ai un dynamic range que je peux faire évoluer. Et enfin, le dernier, c'était que plus je travaillais pour faire une plateforme propre, pas dégueulasse, plus on travaillait sur le truc, le recovery time, le retour à l'équilibre devenait, divergeait. Au lieu d'être quelques minutes, on passait à quelques heures. Alors, bon, le retour à l'équilibre, la différence entre l'académique et l'industrie, c'est que dans l'industrie, vous n'avez pas le temps de faire toutes les caractérisations, il faut prendre du risque et il faut faire des hypothèses et puis espérer que ce à quoi tu penses est bon. Donc, le mécanisme de recovery n'était pas tout à fait le même. Là, il fallait consommer l'hydrogène. Bon, le plus simple, c'était probablement avec de l'oxygène de surface et qui permet de faire de l'eau. Alors, l'oxygène de surface, c'est bien. Alors, si vous cherchez maintenant dans la base de données une corrélation, quelle corrélation est-ce qu'il faut chercher pour essayer de comprendre ce qui se passe ? Alors, je vais vous donner la réponse. Alors, à 8h du soir, j'ai une idée. Alors, j'appelle notre gourou de la base de données et je lui émets l'hypothèse et il me demande ce que j'ai fumé parce qu'il ne comprenait pas. Et en fait, moi, ce que je me suis posé comme question, c'est est-ce qu'il y a une relation entre le temps de revenir à l'équilibre et le off-current, ici, de mon transistor ? Alors, pourquoi ? Le off-current, il dépend
Tout à l'heure, on avait vu qu'éventuellement du fer qui diffuse, ça, on n'avait pas. Mais il dépend aussi des impuretés sur la surface. Et les impuretés contre lesquelles je me battais, c'était le carbone amorphe. On avait des nanotubes, puis on avait des particules de carbone à côté. Et plus ça allait, plus je les enlevais, plus c'était propre. Et bien en fait, c'est quoi du carbone? C'est du carbone activé que j'avais. Et c'est une trappe à oxygène. De l'oxygène de surface. Alors que là, l'oxygène, il est dans l'atmosphère, donc il faut qu'il diffuse, qu'il arrive à ma surface, et qu'il s'attache, et puis après, il peut jouer son rôle. Donc en fait, ce qui se passait, c'était qu'on utilisait l'oxygène très rapidement de surface, et après, on n'en avait plus, parce qu'il n'y avait plus de réservoir d'oxygène de surface. Donc j'ai pris un super capteur qui était très lent, j'ai remis dans le CVD, j'ai fait du noir de charbon dessus, et il est devenu ultra rapide en recovery. Enfin, on ne l'a jamais publié. Donc, en fait, les nanoparticules de carbone, elles étaient absolument cruciales, il ne fallait surtout pas les enlever. Donc, on a changé le procédé pour ajouter des nanoparticules de carbone. Et voilà, hein, le produit, je l'ai encore. Je pense que je vais le tester dans les semaines qui viennent, je n'ai pas eu le temps de le faire, avec sa petite explanation. Alors, est-ce que ça a été bien? Oui, ça nous a permis de lever 16 millions. Parce qu'on a... Les capitaux risqueurs, ils aiment bien que vous remplissiez vos objectifs. Et pourquoi est-ce qu'il a viré le VP? C'est parce qu'en mai, on n'avait plus d'argent. Donc, soit on sortait le produit en mai et on pouvait lever la levée de fonds d'après, soit on n'y arrivait pas et tout le monde était viré, on fermait la boîte. Ça, il ne l'a pas dit, hein, le PDG, ils disent rarement où sont les deadlines en matière d'argent. Okay, donc, c'était une question pour la société darwinienne de vie, de mort. Hein. Alors, c'était un très joli coup. On a dû en vendre 5 ou 10. Et on a surtout arrêté très vite. Pourquoi? Parce que c'était un tout petit marché, on n'avait pas envie de s'embêter avec ça, et que dans le pipeline, on avait plein d'autres potentiels de produits. Alors en capacitance, par exemple, on avait de très bonnes réponses, par exemple, pour les gaz anesthésiants. Mais au laboratoire, on testait plein de différents gaz comme ça. Hein. Donc voilà les specs. Un des problèmes avec le gaz anesthésiant, c'est que c'est du médical, donc il faut obtenir le FDA approval. Ça veut dire qu'il faut un service de qualité, QAQC, hein. Ça veut dire des nouvelles personnes, entraîner le staff à faire tous les protocoles qu'il faut comme il faut, les écrire. Ça coûte entre 1 et 5 millions à mettre en place, de mettre en place un service qualité. Hein. Donc, ça a besoin de... Il faut vraiment être sûr que ça en vaut la peine. Donc là, les business développeurs ont fait vraiment une étude sur plus d'une quarantaine de produits différents. On avait 13 facteurs de notation. Des facteurs techniques, des facteurs marketing, des facteurs... un des facteurs clés, c'était est-ce qu'il y en a besoin de beaucoup? Parce que dans ce semi-conducteur, quand vous avez un fondeur qui accepte de vous faire des wafers, il ne veut pas qu'avec 2 wafers, vous ayez saturé votre marché de l'année. D'accord? Donc, il fallait avoir du débit. Donc, voilà un exemple des meilleurs cas. Hein, j'ai 40 lignes, là, comme ça, dessous, où vous avez tous les facteurs intégrés, et puis un facteur ici qui vous les rank. Donc, vous avez différentes applications. Et celle qui est venue, qui paraissait la plus faisable rapidement après l'hydrogène dans le pipeline, c'était l'ammoniac. Le CO2, pardon. Alors le CO2 dans la laine, quand quelqu'un tombe dans la rue, s'évanouit, qu'il est en arrêt respiratoire, il se fait intuber et il est ventilé dans l'ambulance pour aller à l'hôpital. Or, un tiers des intubations vont dans l'œsophage et non pas dans la trachée. Donc ils savent vérifier ça, mais bon, quand même, c'est un geste délicat, et si vous vous trompez, la personne arrive neuro-dead à l'hôpital. Ça peut être gênant. Et le pire, c'est que c'est tellement précis que l'ambulance, si elle passe sur un dos d'âne, ça peut dislodge, et on est aux États-Unis, hein, s'il y a une erreur de ce type-là, l'hôpital, il est redevable de plusieurs millions à la famille, parce que il était réanimé, et c'est dans l'ambulance qu'il est devenu brain dead. Hein. Donc, derrière, il y a énormément d'argent à la clé. Et donc, à l'heure actuelle, c'est un Leibniz test. C'est un papier pH dont on regarde la couleur qui change. Et puis, au bout de 5 minutes, parce que c'est devenu imbibé de flotte, ça ne marche plus. Et puis, de nuit, on ne voit pas beaucoup les couleurs. Donc, ce n'était pas génial. On voulait un device électronique. On a rajouté du polyéthylénimine, hein, le truc classique qu'il y a dans l'espace pour collecter le CO2. Hein. Comme il y a une petite couche d'eau, dedans, il y a le CO2 qui devient un carbonate. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais ça, c'est très lent. Et la vie multicellulaire ne serait pas possible s'il n'y avait que ça. Et nous, c'était trop lent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté l'enzyme
qui a absolument partout dans la vie pluricellulaire la carbonique anhydrase qui permet d'accélérer ça par un facteur d'1 million. C'est une des enzymes du vivant les plus efficaces, si ce n'est pas la plus efficace. Malheureusement, c'est une enzyme, c'est de la bio, et quand il faut tenir 6 mois à 70 degrés dans une ambulance, ce qui arrive dans une voiture, vous pouvez avoir 70 degrés, et ben on a tout essayé, on a fait des analogues, on est allé prendre l'enzyme dans les fosses océaniques, là près des ventes, là. On n'a pas réussi. Alors heureusement, j'étais encore en charge de transduceur et pas du produit, parce que là, vous avez compris ce qui s'est passé. On a arrêté. Le VP a été viré avec son équipe. Et là, par contre, le coup d'après, c'était moi qui étais sur la sellette avec le capteur à ammoniac. Au passage, on avait quand même dépensé 10 millions sur cette affaire. Hein. Donc, bon, il y avait un petit peu d'enjeu. Alors l'ammoniac, pourquoi l'ammoniac? C'était pour les fermes, pour les poules, parce qu'il y a du dégagement d'ammoniac et ça les rend aveugles, ça les rend malades, c'est pas bon. Il faut se rendre compte que dans une ferme de poules, surtout aux États-Unis, il y a au minimum 10 ppm d'ammoniac. En général, c'est plutôt 20-30, ce qui d'ailleurs rend le fermier complètement incapable de sentir quoi que ce soit. Hein. Et le problème, c'est que les capteurs à ammoniac de l'époque, c'est presque encore vrai maintenant, sont électrochimiques, avec un petit produit qui est consommé quand il y a de l'ammoniac. Et donc, vous ne pouvez pas avoir ça qui marche dans une atmosphère dans laquelle il y a en permanence de l'ammoniac. Parce que votre petit poudre de perlimpinpin, elle est consommée très vite, et votre capteur, il ne marche plus. Or, l'ammoniac, c'est un très fort donneur d'électrons. Donc, sur les nanotubes, on le voit, mais gros comme une maison. Donc, on a développé un prototype, on l'a mis dans les fermes, il marchait, il était plus précis que l'infrarouge qu'on avait mis dans la ferme avec 1 million de particules par litre. Et pour la première fois, on avait vraiment un produit qui marchait avec un distributeur. Et donc, les capitaux risqueurs, et un vrai marché cette fois-ci. On avait un distributeur israélien qui était prêt à utiliser ça pour contrôler la ventilation dans les fermes. Et bien, guess what? Le vendredi, on a levé 10 millions. Le lundi, j'étais encore une fois dans le bureau du PDG. Il a dit, vous avez fait un super boulot, mais c'est qu'un marché de 50-100 millions, alors que le produit d'après, la détection du NO dans la laine, ça permet de diagnostiquer les asthmatiques et de suivre les crises d'asthme. Si on peut faire un home care, un device pour la maison qui permet aux centaines de millions d'asthmatiques de vérifier où ils en sont dans leur crise, s'ils sont en pré-crise, en post-crise, etc., le marché, là, c'est multimilliards. Et il y avait un Fortune 500 qui avait dit au WC le vendredi, on a testé toutes les technologies, c'est celle de Nanomix qui marche, donc on va faire un deal avec Nanomix pour développer le capteur de NO dans la laine. Bon, le capitaux risqueur, hein, il a dit, super, on arrête l'ammoniac, parce que ça va nous défocaliser, vous allez devoir faire un service client, tout ça, on arrête. Donc il a viré ma meilleure équipe d'ingénierie que j'ai jamais eue, on a gardé 2 personnes de l'équipe, tous les autres, ils ont été virés, et on est passé au NO. Alors pourquoi le NO? C'est un marqueur d'inflammation, hein, il y a eu un prix Nobel en 1998 sur le NO. Par contre, 1 ppb, on n'est plus dans le ppm, là, on n'est plus à 1000 ppm, on n'est plus à 1 ppm, on est à 1 ppb entre 1 et 100. À 30 ppb de NO dans l'Excel, sauf si vous avez mangé de la salade, normalement vous êtes pris asthmatique. L'intérêt, c'est que quand même dans la laine, vous êtes à température et humidité relativement constante, donc là vous n'avez pas trop de perturbateurs. Enfin, il y a des milliers de molécules, mais elles ne sont quand même pas à des niveaux de concentration tels que ça vous perturbe trop. Et donc, il y a le large volume dont je vous parlais tout à l'heure à cause du nombre de clients potentiels. Par contre, NO, le nanotube, il ne détecte pas. Hein, c'est pas très polaire, c'est pas un gros donneur ou accepteur d'électrons. Pour le détecter au ppb, il n'y a pas moyen, quoi. Mais, juste à côté, il y a qui? Le brother, c'est NO2. Alors lui, par contre, c'est un accepteur d'électrons le plus fort. Hein. La plus forte raison que vous devez avoir avec les nanotubes, c'est le NO2. Donc, écoutez, on fait une petite usine à gaz, hein, on met un petit peu de catalyse, on chauffe un peu, le NO il se transforme en NO2 sans aucun problème, surtout que quand vous en avez du ppb, ça se fait vite. Hein. Et donc, voilà, le prototype produit. Mais là, on est en 2007, 2008. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qui s'est passé 2007-2008, la crise de subprime. Le Fortune 500, dont je ne donnerai pas le nom, décide
de refocaliser ses ressources sur ses corps business, vire les 50 personnes qu'il avait de leur côté pour travailler sur ce produit, et laisse Nanomix au milieu du guet avec son prototype, mais sans le FDA approval. Et le FDA approval, c'était encore un an de travail, plusieurs millions. Bon, moi, j'avais quitté depuis, mais bon, ça a quasiment tué la société qui est rentrée en dormance pendant 4-5 ans. Et de nos jours, hein, ça, j'ai sorti ça hier, la recommandation de l'association des poumons des US, on utilise encore la même méthodologie qu'à l'époque pour mesurer, regarder, essayer d'avoir un peu une idée de où est-ce qu'on en est dans son as. C'est-à-dire, on a un petit device, on souffle dedans, et puis il vous donne une idée du flux. C'est encore vraiment très crude. On n'a toujours pas de dispositif électronique pour mesurer le NO à l'heure actuelle. Alors, je ne vous ai pas beaucoup parlé du graphène, mais le graphène, je dirais, lui, c'est un métal, donc je lui ai un peu coupé la tête un peu rapidement. Il y a beaucoup de travaux qui se font, presque tous les travaux qui ont été faits sur les nanotubes, vous les trouvez en équivalent avec les graphènes, souvent avec des performances moins bonnes, mais le graphène a été à la mode, donc les gens ont fait les mêmes papiers, mais avec le graphène. Ce qu'on a fait de 2005 à 2008, ben, pour la plupart, ça n'a jamais été égalé ou surpassé. Donc c'était peut-être des vieilles news que je vous ai racontées là, mais c'est vraiment toujours à l'heure du temps. Malheureusement, les produits qu'on aurait pu mettre sur le marché, ils ont été tués par les capitaux-risqueurs, hein, et la crise financière. Donc il y a beaucoup de savoir-faire qui s'est perdu. Il y en a une partie qui a été récupérée. À l'heure actuelle, vous avez des capteurs d'ammoniac qui marchent, soit electrochemical, mais ils sont gros avec une bonne réserve de produits. Mais le plus, c'est les MEMS et les NEMS, hein, les micro-électromécaniques systèmes. Il n'y a toujours pas rien pour la captographie, il n'y a rien pour l'asthme, et il n'y a toujours pas de device électronique autre que les batteries qui utilisent des nanotubes à l'heure actuelle pour faire des capteurs. Enfin, en tout cas, je n'en connais pas. Si quelqu'un en connaît, dites-le moi. Donc, what is left? Alors, Nanomix a continué en dormance avec 3-4 employés pendant 4-5 ans, jusqu'à la crise d'Ebola, où là, la technologie qu'on avait brevetée, c'est en mettant des anticorps, permettait de faire des analyses biologiques très rapides. En quelques minutes, vous aviez un résultat qui vous permettait de détecter si la personne était infectée d'Ebola ou pas. Et en plus, ça a rebondi lors du Covid avec un fast track et les premières ventes de dispositifs électroniques en 2021. La seule chose, c'est qu'en fait, là, il n'y avait plus besoin du transistor. Un résistor suffisait, c'était en solution. Et plutôt que de s'embêter à prendre des nanotubes, ben, ils avaient assez de sensibilité avec du carbone, avec des nanoparticules de carbone. Donc, ils sont passés aux nanoparticules de carbone déposées par spray, plus de nanotubes. Mais tous nos brevets parlaient de nanoparticules, et dans les claims, on disait nanoparticules qui peuvent être des nanotubes. Donc, en fait, c'était encore relevant. Et puis, on avait beaucoup travaillé et breveté sur les réseaux de nanotubes. On avait fait le premier transistor flexible à base de nanotubes, qui d'ailleurs était transparent. On a oublié de mettre le titre transparent dans le titre du papier, ce qui fait que la personne d'après, un an après, a fait la même chose, mais transparent, et c'est lui qui a toutes les citations des transistors transparents. Et ça s'est retrouvé donc, dans une start-up, de UCLA, qui s'appelait Unidyne, qui a ensuite été vendu dans Arrowhead, et qui maintenant fait des écrans transparents et qui remplace l'ITO, quand la flexibilité est clé, qui remplace l'ITO par un réseau de nanotubes transparents qui permet de faire l'électrode conductrice. Donc voilà, s'il y a une chose qui est maintenant dans le monde électronique, c'est les réseaux de nanotubes comme électrode transparente. Bon, mais je vous remercie. On a eu des super équipes, on a plus d'une 50aine de personnes qui sont passées dans l'équipe. J'étais un petit peu plus jeune. Et sans eux, c'était vraiment des gens fabuleux. Sergey, notre gourou, est mort depuis, j'en suis très chagrin. Et puis on avait des gens vraiment très dedicated. Ça a dû être le premier tatou de nanotube au monde, Steve, en 2002. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'équivalents. Je vous remercie pour votre attention. Ça m'a inspiré tout à l'heure, j'ai rajouté une question par rapport à Isabelle. Je me demandais, comme c'est des choses qui peuvent être très intégrées, très low power, très sensibles, je me disais, est-ce qu'on peut faire des smart dust de détecteurs d'hydrogène qu'on pourrait diffuser comme ça pour savoir où sont les points chauds de génération d'hydrogène. Voilà. Merci. Merci.
super comme présentation. Donc en effet, on a des problèmes de détecteurs d'hydrogène. Il y en a un certain nombre sur le marché. Je ne sais pas, enfin, bon, c'est souvent de l'électrochimique. Hein. Et ils ont un temps de réponse qui n'est pas toujours parfait. Comme c'est un flux. Bon. Et puis il y a des interférences. Et au début, tu nous avais dit que tu allais en parler. Et puis tu n'en as pas parlé. Avec le CO en particulier, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, sur le CO, sur le CO, on a moins de 10% de variation jusqu'à 5000 ppm de CO. Ce que tu as montré qui m'a beaucoup étonné, c'est que ton capteur était sensible à l'hydrogène, pas au CO. Sur tous les semi-conducteurs, c'est sensible à la fois à l'hydrogène et au CO. Alors, je te donne la réponse. On a moins de 10% de variation du signal, d'erreur sur la lecture de l'hydrogène, si on est en dessous de 5000 ppm de CO. Donc jusqu'à 5000 ppm de CO, on n'a pas trop d'influence. Oui, mais est-ce que tu détectes CO? Oui, on a une interférence avec CO qui est au-dessus de 10% si j'ai plus de 5000 ppm de CO. Alors un truc que j'ai oublié de vous le dire, sur l'ammoniac et l'hydrogène, un des trucs qu'on a fait, qu'on a découvert et qu'on a appliqué, c'est qu'on déposait quelques nanomètres d'alumine, Al2O3, par ALD, Atomic Layer Deposition. Donc vous déposez une couche d'aluminium, une couche d'oxyde, une couche d'aluminium, une couche d'oxyde. L'intérêt, c'est que c'est un des matériaux les plus denses et qui diffuse le moins les gaz, ce qui nous a permis d'énormément réduire les interférences. Donc on l'a fait avec l'hydrogène, on l'a fait surtout avec l'ammoniac, parce que l'ammoniac, c'est tellement sensible que même avec quelques nanomètres d'alumine, on le détectait. Et l'hydrogène est très diffusif, donc il passe sans problème au travail. Et par rapport au coût, parce qu'actuellement sur le marché, il y a des choses comme le GA5000, qui font 5 ou 7 gaz qui coûtent à peu près 8 000 € pièce. Celui qu'on avait développé à Engie, le capteur lui-même, il vaut quelques euros, mais après, il faut rajouter la pompe, la transmission, l'âge du capitaine, etc. Donc on arrive à descendre à des prix de 200 €. Mais disons, quand on les laisse dans la nature et qu'on va en laisser des centaines, on a besoin qu'ils soient vraiment pas chers, et pour que si une vache marche dessus, on ne s'en inquiète pas, quoi. Donc elle coûte combien Alors, celui-là qui n'était pas encore extrêmement intégré, etc., ce qui coûtait le plus cher, c'était le petit PCB avec les composants électroniques et le détecteur Sensirion qui était dessus. Et le Bill of Materials, pour ce que je peux le dire maintenant, 20 ans après, il était de quelques dizaines de dollars. Donc après, la marge qu'on faisait, Mais sans la transmission, faut... Ah là, il n'y a pas de transmission, effectivement. Là, c'était en câble. Ah oui, donc c'est pour un laboratoire. Là, c'est en laboratoire. Et pour info, ce qui coûte le plus cher, par exemple, en sécurité, c'est absolument pas le détecteur, c'est le câblage. Je ne sais plus combien c'était, du mètre, c'était plusieurs dollars du mètre.